Donc bonjour à toutes, une dernière petite vidéo avant les vacances dans laquelle on va reprendre le cours sur le devenir des aliments. Donc on a vu la semaine dernière quand on mettait un aliment dans notre bouche, il allait passer par l'œsophage, puis l'estomac, ensuite l'intestin grêle, le gros intestin et ensuite l'anus. Ça c'est leur trajet. Au cours de ce trajet, on a vu qu'il y avait une transformation des aliments en nutriments et qu'au niveau de l'intestin grêle, les nutriments passaient dans le sang. Puis, ce qui n'est pas transformé en nutriments passe par le gros intestin, ce sont les déchets, et sont évacués par l'anus. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, je vous avais dit de regarder une petite activité pour comprendre un peu mieux les mécanismes qui sont à l'origine de la transformation des aliments en nutriments. Donc là, on a juste expliqué, jusque-là, on a juste expliqué qu'on avait cette transformation des aliments en nutriments, et maintenant, on va essayer d'expliquer un peu mieux les mécanismes à l'origine de leur transformation. C'est ça qu'on essaye de voir. Et pour ce faire, je vous ai donné une petite activité à regarder cette semaine, dans lequel on s'intéresse à des travaux historiques de deux scientifiques, donc Borelli et Sébastien Lanzani excusez-moi pour le trou de mémoire, donc Borelli et Réaumur. On avait Borelli qui lui disait que on avait une digestion qui était purement mécanique, hein, c'est ce qu'affirme Borelli, et Réaumur n'était pas d'accord. Lui, il dit que pour lui, la digestion n'est pas purement mécanique. C'est ça leur postulat. Donc c'est deux scientifiques qui s'opposent là-dessus. Donc je vous avais demandé de me schématiser le résultat de l'expérience de Réaumur. Donc qu'a fait Réaumur? Donc en fait, déjà il faut comprendre qu'est-ce qu'il cherchait. Donc pour lui, Réaumur dit que Borelli a tort, la digestion n'est pas purement mécanique. C'est ça qu'il fallait comprendre avec l'expérience. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une buse, donc c'est un oiseau. Et pourquoi il prend cet oiseau? Parce qu'elle a la capacité de régurgiter. Il va lui introduire un tube métallique avec de la viande dans le gosier de l'oiseau. Et quand la buse, l'oiseau va recracher ce tube, il va analyser ce tube. Donc vous deviez représenter le tube à la fin de l'expérience. Donc c'était ça, je vais faire le dessin du tube. Donc la buse recrache le tube, et c'était ce que disait le texte, vous deviez faire ce petit dessin-là. On voit qu'en fait on a la viande qui est réduite aux 3/4, donc il ne reste plus qu'un quart de la viande, et elle est recouverte de bouillie. Donc vous pouvez me faire quelque chose comme ça, avec et marquer que la viande recouverte de bouillie. Donc, bien sûr, vous trouverez cette correction dans les documents. Donc, pour le schéma, c'était bien. La plupart d'entre vous, vous avez bien réussi à le faire. Vous avez assez bien compris ce qu'avait obtenu Réaumur. Ah oui, et on peut aussi légender le tube. Donc là, c'était un tube métallique. Et ensuite, après avoir fait ça, vous avez une deuxième question où vous deviez expliquer cette expérience. Donc, je vous demandais déjà d'expliquer quel intérêt, pourquoi Réaumur a pris un tube métallique. Donc ça, il fallait comprendre qu'en fait, le tube métallique, ça va empêcher quoi? C'est ça qu'il fallait bien préciser dans votre réponse. Ça va empêcher la digestion mécanique. Là, la digestion mécanique ne va pas pouvoir s'opérer. Donc chez les oiseaux, hein, ils n'ont pas dedans. Hein. La digestion mécanique chez les oiseaux, c'est dû aux contractions de l'estomac. Chez nous, on a plusieurs choses qui peuvent s'opérer. On a notre estomac qui est capable de contracter, et on a nos dents qui sont capables de mastiquer. Les oiseaux, eux, n'ont que leur estomac. Mais ces contractions de l'estomac, et c'est ce que dit Borelli, pour lui, ce sont les contractions de l'estomac qui digèrent. C'est ça qu'il dit. Or, quand on regarde ce qu'a obtenu Réaumur, on voit que la viande, elle est réduite et elle est recouverte de bouillie. Donc, elle a été digérée. C'est ça qu'il fallait voir. Donc, la viande a été digérée, alors que la digestion mécanique ne peut pas avoir eu lieu, puisqu'on a mis un tube métallique. Donc, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que la digestion mécanique qui a eu lieu. Il y a un deuxième type de digestion. Il y a quelque chose qu'on va qualifier de chimique qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a une action mécanique de la digestion, mais on a aussi une action chimique. Il y a quelque chose qui est venu digérer la viande sans qu'il y ait eu intervention des contractions de l'estomac. Voilà. Donc c'est ça qu'a conclu Réaumur. C'est comme ça que Réaumur a montré que la digestion n'était pas purement mécanique. Voilà. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. On va aller regarder un troisième scientifique qui s'appelle Luis Spallanzani. Donc c'est une petite diapo que je vous ai mis dans le PowerPoint. Donc de nouveau, vous trouverez les documents dans le PowerPoint. Et je vais le mettre en grand.
Hop, je la montre. Donc c'est cette expérience-là. Spallanzani, je vous invite à regarder dans le PowerPoint. Donc Spallanzani, donc un peu plus tard que Reaumur, fait une deuxième expérience. Lui, cette fois-ci, il nous met de l'eau et de la viande, et de l'eau et des sucs digestifs. 12 heures plus tard, on observe que quoi? Que dans le tube où on a de la viande et de l'eau, on n'a pas eu de digestion, alors que dans le tube avec de l'eau et des sucs digestifs, on voit que la viande est dissoute. Qu'est-ce qu'il en conclut? Il a trouvé le facteur chimique qui permet de digérer les aliments. Donc ce fameux facteur chimique qui permet de digérer les aliments, ce sont les sucs digestifs. Donc on va un peu plus loin que Réaumur. Grâce à Réaumur, on a vu qu'il y avait une action chimique qui s'exerçait sur la digestion. Et grâce à Spallanzani, un peu plus tard, on sait que l'action chimique de la digestion est due à ces fameux sucs digestifs. Ça va nous permettre d'écrire un petit bilan. Donc voici le bilan, vous le trouverez dans le PowerPoint. Donc je le lis avec vous. Les aliments sont transformés en nutriments au cours de la digestion grâce aux dents, mastication et aux contractions de l'estomac. C'est ce qu'on appelle la digestion mécanique, cette fameuse digestion dont parlait Borelli. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont également transformés grâce au sucre digestif. C'est la digestion chimique. Donc c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est qu'on a deux types de digestion. Une digestion qui est plus mécanique, qui est mécanique, et une digestion qui est dite chimique. Voilà, donc en fait, Borelli, Spallanzani et Reaumur avaient tous les trois raison. Et c'est grâce à leurs travaux qu'on a pu montrer ces deux aspects de la digestion, l'aspect de la digestion mécanique et l'aspect de la digestion chimique. Ensuite, ensuite je vous invite à regarder le document page 351, qui est le document 2, page 351. Ici, en fait, on voit quels sont les organes qui vont produire ces fameux sucs digestifs. Donc, ils sont indiqués en vert. Donc, tous les organes... Enfin, pardon, en noir, je me suis trompée. Donc, les sucs digestifs sont indiqués en noir. Et à partir de ça, on va pouvoir entourer sur notre schéma qu'on avait commencé à compléter la semaine dernière, tous les organes qui vont avoir un rôle dans la digestion mécanique et tous les organes qui vont avoir un rôle dans la digestion chimique. Donc, c'est ce que j'ai fait sous la forme d'un petit schéma. Ouais, on va le faire ensemble. Donc, les organes impliqués dans la digestion mécanique. Donc, je vais les entourer en vert et vous allez faire pareil dans votre cahier. Donc, vous recopiez bien le petit bilan et pareil, vous entourez les organes qui sont responsables de la digestion mécanique. Vous pouvez commencer à réfléchir par vous-même et ensuite regarder la suite de la vidéo et corriger ce que je suis en train de faire. Donc ici, les organes donc responsables de la digestion mécanique, on vient de le voir dans le bilan, donc ce sont la bouche et l'estomac. Puisqu'on a dit que la bouche par la mastication et l'estomac par ses contractions allait avoir un impact mécanique. Donc ça, on peut se rajouter une légende sur notre schéma. Ça, ce sont les organes responsables de la digestion mécanique. Hop. Ensuite, je prends une autre couleur, par exemple rouge, et on va entourer cette fois-ci les organes qui sont responsables de la digestion chimique. Alors, comment on le sait? C'est tous les organes qui vont produire des sucs digestifs. Donc, je regarde mon document 2, page 351, et je regarde tous les organes qui produisent des sucs digestifs, c'est-à-dire la légende noire. Donc ici, glandes salivaires, ça produit de la... Vous prenez votre livre, ça produit de la salive, donc c'est un organe impliqué dans la digestion chimique. On continue. Le foie et la vésicule biliaire, ça produit un autre suc digestif qu'on appelle la bile. Donc je vais pouvoir entourer mon foie. Le pancréas, ça produit un suc digestif qu'on appelle le suc pancréatique. Ici, donc j'entoure mon pancréas. L'intestin grêle, ça produit le suc intestinal. Donc je l'entoure aussi. Et l'estomac, ça produit un suc gastrique. Donc l'estomac, ça a un double rôle. Ça fait à la fois de la digestion chimique et la digestion mécanique.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est aussi, on fait un petit aparté là-dessus. Attention aux confusions. Tout ça, de façon générale, on parle de suc digestif. Ça, c'est le terme générique. Et après, ils ont des noms particuliers selon l'organe qui les produit. Par exemple, l'estomac va produire du suc gastrique. Le pancréas va produire du suc pancréatique. Donc ça, c'est selon l'organe qui les produit, parce que j'ai vu quelques confusions dans vos travaux. Voilà. Donc ça, on rajoute ça comme légende. Ça, c'est organe impliqué dans la digestion chimique. Voilà, donc vous copiez bien votre bilan, vous complétez bien votre schéma et ensuite on va passer à une nouvelle activité. Alors, donc maintenant qu'on a un peu mieux expliqué ces mécanismes à l'origine de la transformation des aliments, on va aller un peu plus loin. On va s'intéresser au rôle des sucs digestifs. Donc on arrive à une nouvelle problématique. Alors, j'ai noté ça comme constat. Donc, constat, les aliments sont transformés en nutriments grâce aux sucs digestifs. Donc ça, c'est ce qu'on vient de montrer. Et là, on va aller un peu plus loin. On note la problématique suivante. Comment les sucs digestifs transforment les aliments en nutriments. Donc ça, c'est notre nouvelle problématique. Donc pour ce faire, on va faire une petite activité. Donc on peut continuer à montrer l'activité. Tac, tac, tac. Et ce sera donc l'activité 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette activité? Donc pour expliquer un peu mieux le rôle des sucs digestifs. Donc la première chose que je vous demande de faire, c'est la première consigne. C'est de mettre un morceau de pain dans ta bouche durant quelques minutes et note ce que tu observes au niveau du goût. Ça, c'est la première chose. Alors, premier exercice. Donc vous avez tous du pain chez vous. Vous prenez un morceau de pain, vous le mettez dans un coin de votre bouche. Vous attendez quelques minutes et vous notez ce que vous observez au niveau du goût. Donc là, par exemple, vous mettez la vidéo en pause. Vous faites ce petit exercice. Et une fois que c'est fait, vous notez mentalement ce que vous avez observé au niveau du goût. Et vous remettez la vidéo en état de marche. Ok, j'estime que ça a été fait. Donc maintenant que c'est fait, normalement, vous avez dû observer un goût sucré. À partir de ça, on va pouvoir se questionner. Donc, le pain, c'est quoi? Le pain, vous l'avez fait en 6e, c'est de l'eau, c'est de la farine, c'est du sel, c'est tout. De la farine de quoi? C'est de la farine de blé. Ça veut dire que c'est constitué que d'un aliment qu'on appelle l'amidon. Donc du pain, on peut estimer qu'en gros, à part eau, sel, c'est quoi? C'est de l'amidon. L'amidon, c'est quoi? On peut dire que ça fait partie de la catégorie des sucres. Donc l'amidon, c'est un sucre. Mais c'est un sucre qui n'a pas le goût sucré. Tous les sucres n'ont pas le goût sucré. Des sucres comme le glucose ont un goût sucré. L'amidon, quand vous le mangez, ça n'a pas de goût sucré. Donc l'hypothèse la plus probable qu'on peut faire, c'est que cet amidon, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre bouche? Dans la bouche, on a des glandes salivaires. Donc l'hypothèse, c'est que le suc digestif, qui est la salive, des glandes salivaires, a transformé l'amidon en quelque chose de sucré. Et le plus probable, c'est qu'il est donc transformé en l'amidon, qui est un sucre non sucré, en un sucre sucré qu'on appelle le glucose. Ça, c'est l'hypothèse qu'on peut formuler. Donc l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est comme on a noté l'apparition d'un goût sucré, c'est que cet amidon s'est transformé en un sucre sucré, le glucose. Donc une transformation de l'amidon vers le glucose. Ça, encore faut-il le prouver. Donc pour le prouver, il y a une petite expérience qu'on peut faire. Alors, elle est analysée dans votre livre. Donc c'est toujours la page 351, je pense. De toute façon, c'est marqué dans la consigne. Tac, tac, tac. Voilà. Donc dans la consigne, je vous la lis. Donc c'est la 2. C'est interprète les expériences réalisées dans le document 1, page 350. Donc le 1, page 350, c'est celui-là. Donc vous avez une petite expérience où en fait, ils mettent à digérer des gnocchis en présence ou non de ce qu'on appelle d'une enzyme qu'on appelle l'amylase.
Et il faut avoir le résultat. C'est quoi l'amylase? En fait, c'est une substance qu'on trouve dans les sucs digestifs. D'accord? C'est ce qu'on trouve dans la salive. Donc, dans la salive, qui est un suc digestif, on trouve une substance qu'on appelle une enzyme qu'on appelle l'amylase. Donc, ils mettent en présence des gnocchis avec de l'amylase et ils regardent ce qui se passe. Qu'est-ce qui devrait se passer? Si l'amylase transforme bien, comme on en a fait l'hypothèse, l'amidon en glucose, on devrait avoir apparition de glucose. Comment on peut le vérifier ça? On a ce qu'on appelle des bandettes de glucose. Ces bandettes de glucose, ça permet de voir si on a eu ou non apparition de glucose. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous laisse regarder cette activité. Voilà, donc vous avez, durant les vacances, pour faire cette petite activité. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, travaillez bien pour les vacances, faites ces activités, remettez en ordre vos cahiers, faites les activités si vous n'avez pas eu le temps de les faire. Et puis, c'est tout ce que vous aurez comme travail en FDT durant ces vacances. Voilà, donc bonne soirée et bonnes vacances.